Folle 656. Amsterdam. Une synagogue plongée dans un silence absolu. Un jeune homme de 23 ans, seul, marche vers le centre du temple. Il sait qu'il ne reviendra jamais. Dans ses mains, une clé d'or invisible. Une clé qui ouvrirait le coffre le plus protégé de l'histoire juive. Son nom était Baruch Spinoza, et il venait de commettre la plus grande trahison de sa vie. Mais ce que presque personne ne vous raconte, c'est que cette trahison a changé à jamais le destin de ceux qui ont découvert ses secrets. Parce que Spinoza n'a pas été expulsé pour avoir remis en question Dieu. Il a été expulsé pour avoir révélé quelque chose de bien plus dangereux. Le méthode précis qu'une communauté avait utilisé pendant 400 ans pour accumuler des richesses, et qu'il gardait comme de l'or pur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines familles traversent les siècles en conservant leur prospérité? Pourquoi certaines communautés trouvent toujours le moyen de reconstruire leur richesse, même après avoir tout perdu? La réponse était entre les mains de Spinoza, et aujourd'hui vous allez découvrir ce qu'il a vu. Mais d'abord, je dois vous raconter une histoire que peu connaissent. Une histoire de secret, de loyauté et de la décision la plus courageuse qu'un homme puisse prendre. Car ce que Spinoza a fait ce jour de 1656 n'était pas seulement de la philosophie, c'était la rupture d'un code du silence qui durait depuis des générations. Amsterdam, le XVIIe siècle, la communauté juive séfarade avait échappé à l'Inquisition espagnole. Ils étaient arrivés sans rien, sans argent, sans propriété, sans connexion locale. En moins de 50 ans, ils contrôlaient une grande partie du commerce européen. Comment? La réponse officielle a toujours été le travail acharné et la fortune. Mais Spinoza a découvert qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'enseignait qu'entre eux, un système si efficace qu'il fonctionnait indépendamment du pays, de l'époque ou des circonstances. Et lorsqu'il a essayé de partager ce système avec le monde, ils l'ont expulsé pour toujours. Imaginez une clé d'or qui ouvre n'importe quelle porte vers la prospérité, une clé transmise de père en fils pendant 400 ans, une clé qui ne s'est jamais perdue même lors des pires persécutions. Spinoza a trouvé cette clé, et il a décidé de la remettre à toute l'humanité. Mais allons-y doucement, car cette histoire a des couches que vous n'imaginez même pas encore. Baruch a grandi en observant, en voyant comment les sages prenaient des décisions, comment ils choisissaient les affaires, comment ils formaient des partenariats, comment ils éduquaient leurs enfants. Et plus il observait, plus il percevait des schémas invisibles pour le reste du monde. Il ne parlait jamais d'argent comme d'un but final. Il parlait de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui générerait de l'argent automatiquement, comme une source intarissable. Le savoir. Mais pas n'importe quel savoir. Un type de savoir spécifique que peu maîtrisent. La connaissance des causes réelles. Alors que d'autres priaient pour devenir riches, ils étudiaient les lois qui créaient la richesse. Alors que d'autres blâmaient la malchance pour leurs échecs, ils analysaient chaque erreur comme des données précieuses. Alors que d'autres rêvaient de miracles, ils construisaient des systèmes. Et Spinoza a vu tout cela. Il a noté, étudié, compris, jusqu'au jour où il a commis l'erreur, qui allait changer sa vie à jamais. Il a parlé. La conversation a eu lieu un après-midi quelconque. Spinoza était avec quelques marchands de la communauté. Le sujet était une affaire qui avait mal tourné pour un de leurs connaissances. Tout le monde parlait de malchance, de destin, de volonté divine. Spinoza a dit quelque chose de différent. Il a expliqué exactement pourquoi l'affaire avait échoué. Non pas avec des superstitions ou des prières, mais avec une analyse froide des causes et des effets. Comme s'il disséquait un mécanisme, le silence qui a suivi a été assourdissant. Car Spinoza venait de faire quelque chose d'interdit. Il avait révélé la méthode, le système, la clé d'or qu'il gardait dans le secret absolu. À cet instant, tous ceux qui étaient présents dans la salle ont compris qu'il en savait trop, et ils savaient qu'il ne pourrait pas se taire. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental. La prospérité de cette communauté ne provenait d'aucun privilège. Magique, ce n'était ni de la chance, ni une conspiration, ni une protection divine spéciale. C'était de la méthodologie pure, une façon de penser si différente du reste du monde qu'elle semblait surnaturelle, mais que n'importe qui peut apprendre, s'il sait où trouver les instructions, et les instructions étaient dans la tête de Spinoza. 3 mois après cette conversation, l'assignation est arrivée. Spinoza devait comparaître devant le tribunal religieux pour expliquer ses idées dangereuses.
sur Dieu et la nature, mais ce n'était que le prétexte public. La vraie raison était beaucoup plus simple. Il devait le faire taire avant qu'il ne révèle le système complet. Parce que si le monde découvrait comment il créait réellement la prospérité, l'avantage compétitif de 400 ans disparaîtrait du jour au lendemain. Imaginez si vous découvriez la formule exacte qu'une entreprise utilise pour dominer le marché depuis des décennies. Et imaginez que vous aviez la chance de partager cette formule avec vos concurrents. Que feriez-vous? Spinoza a choisi de partager. Le matin du 27 juillet 1656, il est entré dans la synagogue pour la dernière fois. Il savait exactement ce qui allait se passer. Il savait qu'il serait expulsé, rejeté, oublié par sa propre famille. Mais il savait aussi qu'il portait entre ses mains quelque chose de plus grand que sa vie personnelle. Une clé d'or qui pourrait libérer n'importe quelle personne des prisons de l'ignorance financière. Et lorsque les sagesses ont prononcé la sentence d'excommunication, Spinoza a souri, car il avait déjà décidé de sa prochaine étape. Il allait tout écrire. Au cours des 20 années suivantes de sa vie, Spinoza a transformé les secrets de la prospérité juive en philosophie universelle. Chaque principe commercial est devenu un concept éthique. Chaque méthode pratique est devenue une leçon sur la nature humaine. Mais l'essence est restée intacte. Et aujourd'hui, 360 ans plus tard, vous pouvez accéder exactement aux mêmes méthodes qu'ils ont utilisées pendant 400 ans. Si vous savez comment décoder ce que Spinoza a réellement écrit, car il a été intelligent, il ne pouvait pas révéler les secrets directement. Alors il les a cachés dans des théorèmes sur Dieu, des démonstrations sur les émotions et des traités sur la politique, comme une recette secrète écrite en code. Mais le code peut être cassé, et lorsque vous cassez ce code, vous découvrez quelque chose d'impressionnant. Les mêmes principes qui ont fait d'une communauté persécutée le maître du commerce européen fonctionnent encore aujourd'hui, parfaitement, à l'ère numérique, dans l'économie mondiale, sur les marchés modernes, parce qu'ils n'ont pas découvert des astuces temporaires. Ils ont découvert des lois fondamentales de la prospérité humaine, des lois que Spinoza appelait la géométrie des émotions. Imaginez qu'il existe des équations mathématiques pour le succès financier. Pas des formules magiques ou des pensées positives, mais des équations réelles, basées sur le fonctionnement réel de l'esprit humain. Spinoza a passé 20 ans à découvrir ces équations, et maintenant, vous allez apprendre à les utiliser. Le premier secret que Spinoza a révélé semble trop simple pour être vrai, mais c'est le fondement de tout. Il ne prenait jamais de décisions basées sur des émotions du moment, tandis que d'autres achetaient sur un coup de tête, vendaient par désespoir et investissaient par avidité. Eux, ils opéraient comme des machines d'analyse froide, non pas qu'ils soient moins humains, mais parce qu'ils comprenaient que les émotions sont des informations, pas des ordres. Lorsque vous ressentez la peur de perdre de l'argent, cette peur vous donne des informations précieuses sur les risques réels, mais elle ne doit pas décider de ce que vous allez faire. Lorsque vous ressentez de l'avidité pour une opportunité rapide, cette avidité vous montre où se trouvent vos désirs les plus profonds, mais elle ne doit pas choisir vos investissements. Spinoza appelait cela la connaissance des causes adéquates, connaître la différence entre ce que vous ressentez et pourquoi vous ressentez, et ensuite, utiliser cette différence comme un avantage compétitif, parce que tandis que 90% des gens prennent des décisions financières basées sur ce qu'ils ressentent maintenant, vous pouvez prendre des décisions basées sur ce qui va arriver plus tard, et celui qui voit plus tard gagne. Toujours sur celui qui ne voit que le présent. Mais il existe un deuxième secret, encore plus puissant. Ils ont transformé la connaissance en patrimoine physique. Ils ne gardaient pas les informations dans leur tête. Ils les gardaient dans des systèmes qui pouvaient être transmis, perfectionnés et multipliés. Chaque leçon apprise devenait un protocole écrit. Chaque erreur commise devenait un manuel de prévention. Chaque succès remporté devenait une méthode reproductible. Ils ont créé des bibliothèques vivantes de prospérité. Et lorsqu'un membre de la communauté mourait, sa connaissance ne mourait pas avec lui, parce qu'elle était déjà codée dans les systèmes. Spinoza a vu cela et a perçu quelque chose de révolutionnaire. La connaissance organisée est plus précieuse que l'argent, parce que l'argent peut être perdu, volé ou dévalué, mais une connaissance bien structurée génère de l'argent infiniment, comme une machine qui ne se casse jamais et ne cesse jamais de produire.
et la machine la plus puissante qu'ils aient construite, avait un nom spécifique, l'éducation rationnelle des enfants. Alors que d'autres familles enseignaient des professions à leurs enfants, eux, ils enseignaient des systèmes de pensée. Alors que d'autres transmettaient des affaires spécifiques, eux, ils transmettaient des capacités universelles. Alors que d'autres laissaient un héritage en argent, eux, ils laissaient un héritage en méthodologie. Et c'est pourquoi leurs familles restèrent prospères même lorsqu'elles perdaient tout matériellement. Parce qu'elles avaient quelque chose de plus précieux que des possessions. Elles avaient la capacité de recréer des possessions à partir de zéro. Combien de fois dans l'histoire avez-vous vu des communautés entières perdre tout et reconstruire leur richesse en une génération? Pas souvent. Mais avec eux, cela arrivait répétément. Pas par miracle, par méthode. La méthode que Spinoza a décodée et que vous découvrez maintenant. Mais il y a une question que vous devez vous poser. Si ces méthodes sont si efficaces, pourquoi ne sont-elles pas enseignées dans les écoles? Pourquoi ne sont-elles pas un savoir commun? La réponse va vous surprendre. Parce qu'elles fonctionnent si bien que ceux qui les maîtrisent préfèrent maintenir un avantage compétitif. C'est comme connaître un raccourci secret dans la circulation. Tant que vous seul le connaissez, vous arrivez toujours le premier. Mais si tout le monde le découvre, le raccourci devient encombré. Spinoza a brisé cette logique. Il croyait que la prospérité n'est pas un jeu à somme nulle. Ce n'est pas une compétition où l'un doit perdre pour que l'autre gagne. C'est une compétence qui peut être développée par n'importe qui, sans nuire à personne. Comme apprendre les mathématiques ou jouer du piano. Plus il y a de gens qui maîtrisent, mieux le monde entier s'emporte. Et c'est pour cette croyance qu'il a sacrifié sa vie personnelle. Pour que vous, 3 siècles plus tard, puissiez avoir accès aux mêmes secrets qui ont fait prospérer une communauté entière pendant 400 ans. Maintenant, vous avez la clé d'or entre vos mains. La question est, que allez-vous en faire? Parce que cette clé n'est pas seulement de la théorie, ce n'est pas de la philosophie abstraite qui est belle dans les livres, c'est un ensemble d'outils pratiques que vous pouvez utiliser à partir d'aujourd'hui, et pour prouver cela, je vais vous montrer exactement comment. Mais, d'abord, je dois vous raconter ce qui est arrivé à Spinoza après son expulsion, parce que cette partie de l'histoire va vous donner la preuve définitive que les méthodes fonctionnent. Spinoza est sorti de la synagogue, sans argent, sans famille, sans communauté. À 23 ans, il était complètement seul au monde. N'importe quelle personne normale serait tombée dans la dépression, se serait lamentée, aurait blâmé les autres, aurait abandonné la vie. Spinoza a fait le contraire. Il a appliqué exactement les méthodes qu'il avait apprises dans la communauté, sauf que maintenant, pour la première fois, il les a appliquées à lui-même. Et en 10 ans, il a bâti une réputation intellectuelle qui a duré 3 siècles. Comment? En utilisant la 3e clé secrète que je ne vous ai pas encore révélée, il ne travaillait jamais seul, même s'ils étaient indépendants. Il créait toujours des réseaux de collaboration basés sur une valeur mutuelle, pas des réseaux de faveur ou d'amitié. Des réseaux de compétences complémentaires, où chaque personne contribue avec ce qu'elle fait de mieux et reçoit exactement ce dont elle a le plus besoin. Spinoza a quitté la communauté juive séfarade d'Amsterdam et a immédiatement commencé à construire un nouveau réseau, avec des commerçants hollandais, des intellectuels européens, des artisans locaux. Il offrait des connaissances philosophiques en échange d'un soutien matériel. Il offrait des analyses rationnelles en échange d'une protection social, il offrait des systèmes de pensée en échange d'un accès à des opportunités. En 5 ans, il avait plus de connexions stratégiques que beaucoup de gens n'en construisent de toute leur vie. Et vous pouvez faire exactement la même chose aujourd'hui. La différence est que maintenant, c'est beaucoup plus facile. Parce que nous vivons à l'ère d'Internet. Imaginez si Spinoza avait eu accès à LinkedIn, à YouTube, à Instagram. Imaginez s'il avait pu partager ses idées avec des millions de personnes simultanément. Imaginez ce qu'il aurait construit. Maintenant, imaginez que vous avez ces outils et que vous avez aussi accès à ces méthodes. Vous êtes littéralement 400 ans en avance sur Spinoza en termes de possibilités. La seule question est, allez-vous utiliser cet avantage ou allez-vous le gaspiller en regardant des séries sur le canapé? Parce que les méthodes sont simples. Mais simple ne signifie pas facile. Je vais vous donner la première méthode pratique. Maintenant, tous les dimanches, pendant 1 heure, vous allez faire ce que Spinoza appelait l'analyse des causes adéquates. Prenez toutes les décisions financières que vous avez prises dans la semaine. Investissement,
Achat, vente, dépenses, économie, tout. Et pour chaque décision, répondez à 3 questions. Pourquoi ai-je pris cette décision? Quelle a été l'émotion qui m'a motivé? Si je connaissais le résultat avant, aurais-je décidé différemment? Notez les réponses. En 3 mois, vous aurez une carte complète de vos schémas émotionnels avec de l'argent. Amsterdam, 1656. Une synagogue plongée dans un silence pesant. Un jeune homme, Baruch Spinoza, à peine 23 ans, avance seul vers le centre du temple. Il sait, il le sent, qu'il ne reviendra plus jamais. Dans ses mains, une clé d'or invisible. Une clé qui ouvrirait le coffre le plus protégé de l'histoire juive séfarade d'Amsterdam. Il vient de commettre la plus grande trahison de sa vie. Mais ce que presque personne ne vous dit, c'est que cette trahison a changé à jamais le destin de ceux qui ont découvert ses secrets. Car Spinoza n'a pas été expulsé pour avoir remis en question Dieu. Il a été expulsé pour avoir révélé quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qui pourrait bouleverser les fondements même de leur prospérité. Imaginez, le secret d'une réussite sans égale, maintenu pendant des siècles. Quel secret pourrait être si puissant, si révolutionnaire, qu'il justifierait une telle excommunication? Ce secret, mesdames et messieurs, réside dans 3 méthodes, 3 piliers d'une prospérité durable, que Spinoza a non seulement maîtrisées, mais aussi transmises. La première étape, comprendre vos émotions, apprendre à identifier celles qui vous propulsent vers le succès et celles qui vous sabotent. C'est comme un pilote maîtrisant son avion. Il connaît chaque instrument, chaque réaction. Il anticipe, il ajuste, mais ce n'est que le début. La deuxième méthode est encore plus puissante. Une fois par mois, vous allez choisir une compétence qui peut générer des revenus, marketing digital, programmation, vente, design, écriture, conseil, peu importe. L'important est de vous consacrer 20 heures à maîtriser les bases. Pas pour devenir un expert, non, mais pour comprendre son fonctionnement. En 1 an, vous maîtriserez les bases de 12 compétences différentes. En 2 ans, 24. Et c'est là que réside le secret que la communauté de Spinoza a découvert il y a 4 siècles. La richesse ne vient pas de la maîtrise parfaite d'une seule chose, mais de la connexion adéquate de plusieurs. Comprenez le marketing ET, les ventes ET, la technologie ET, le design. Vous verrez des opportunités que les spécialistes isolés ne verront jamais. Vous deviendrez un concepteur de pont entre les domaines, un véritable architecte du succès. Et ces architectes, ils prospèrent, toujours. Mais la 3e méthode, c'est la plus révolutionnaire. C'est là que Spinoza a véritablement trahi sa communauté, car ce secret, ils ne l'ont jamais révélé à un étranger. C'était le secret des secrets, le cœur, même de la prospérité juive. Ils investissaient dans les personnes, avant d'investir dans les affaires. Pas de networking superficiel. Non, ils parlaient de développement mutuel des capacités. Ils trouvaient des personnes avec du potentiel et les aidaient à s'épanouir, sans rien attendre en retour immédiat, mais en sachant qu'à long terme, ils seraient entourés de personnes compétentes et reconnaissantes. Et des personnes compétentes et reconnaissantes, elles trouvent toujours le moyen de rendre l'appareil. Spinoza a fait cela toute sa vie. Il a trouvé de jeunes intellectuels et les a appris à penser rationnellement, des commerçants perdus et les a aidés à prendre de meilleures décisions, des artisans talentueux et les a connectés à des marchés plus vastes. Il n'a jamais rien demandé en retour, mais il a créé un réseau de personnes qui auraient fait n'importe quoi pour lui, et quand il a eu besoin de publier ses idées controversées, il avait des dizaines de personnes prêtes à risquer leur propre réputation pour le protéger. Vous pouvez faire cela aujourd'hui, de manière systématique. Une fois par trimestre, choisissez une personne de votre entourage qui a du potentiel, mais qui est bloquée, et consacrez du temps à l'aider à se libérer. Partagez vos connaissances, faites des liens, offrez des opportunités, sans rien attendre en retour. En 5 ans, vous serez entouré de personnes prospères qui se souviendront exactement de qui les a aidées lorsqu'elles en avaient le plus besoin. Et ces personnes, elles déplaceront des montagnes pour vous ouvrir des portes. C'est le pouvoir de l'investissement en capital humain, le secret qui a fait prospérer toute une communauté pendant 4 siècles. Mais voici la partie qui pourrait changer votre vie dès aujourd'hui. Car toutes ces méthodes ont quelque chose en commun. Elles fonctionnent grâce à un mécanisme psychologique spécifique que Spinoza a découvert et que la neuroscience moderne a confirmé,
Le cerveau humain est programmé pour la réciprocité. Lorsque vous aidez quelqu'un genuinement, sans rien attendre en retour, vous activez des circuits neuronaux qui font que cette personne se sent redevable envers vous. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie. Et lorsque vous faites cela consistamment, avec plusieurs personnes pendant plusieurs années, vous créez ce que les scientifiques appellent le capital social composé, comme des intérêts composés, mais dans le monde des relations humaines. Spinoza le savait intuitivement. C'est pourquoi il a passé 20 ans à aider les gens à mieux penser, sans rien demander en retour. Et lorsqu'il est mort, en 1677, il avait accumulé plus de capital social que beaucoup de rois de l'époque. Des personnes dans toute l'Europe connaissaient en son nom, respectaient ses idées et protégeaient son héritage. Même s'il a été expulsé de sa propre communauté, même s'il a refusé des postes de professeur d'université qui l'auraient rendu riche, même s'il a choisi de vivre simplement, en polissant des lentilles pour survivre, il est mort pauvre en argent, mais riche en quelque chose de bien plus précieux, une influence permanente. Et vous pouvez construire exactement le même type de richesse, si vous comprenez qu'il existe deux types de prospérité dans le monde. La prospérité qui dépend de circonstances extérieures, économie, politique, chance, héritage, et la prospérité que vous portez en vous, connaissances, compétences, relations, réputation. La première peut être perdue à tout moment, la seconde reste avec vous, jusqu'au jour de votre mort, et se transmet aux générations futures. Spinoza a choisi le deuxième type, et c'est pour cela que 360 ans plus tard, nous parlons encore de lui. Nous apprenons encore de lui. Nous utilisons encore les méthodes qu'il a révélées. Imaginez maintenant si vous faisiez le même choix. Imaginez que, au lieu de vous concentrer uniquement sur l'accumulation d'argent, vous vous concentriez sur l'accumulation de compétences qui génèrent de l'argent automatiquement. Imaginez que, au lieu de rivaliser avec les autres, vous aidiez les autres à prospérer avec vous. Imaginez que, au lieu de garder les connaissances pour vous, vous partagiez vos connaissances et créiez un réseau de personnes reconnaissantes et compétentes. Dans 10 ans, où seriez-vous? Dans 20 ans, quel serait votre impact sur le monde? Dans 50 ans, que diraient les gens de vous? Ce sont les questions que Spinoza s'est posées lorsqu'il a été expulsé de la synagogue. Et les réponses ont changé non seulement sa vie, mais l'histoire de l'humanité. Car en trahissant sa communauté, Spinoza a fait quelque chose de beaucoup plus grand. Il a libéré les secrets de la prospérité des prisons du tribalisme. Il a transformé la connaissance privée en patrimoine universel. Il a donné à toute l'humanité les outils qui étaient auparavant le privilège de quelques-uns. Et aujourd'hui, vous avez accès à ces outils. La clé d'or est entre vos mains. La seule question qui reste est simple. Allez-vous l'utiliser ou allez-vous la laisser rouiller au fond d'un tiroir avec toutes les autres connaissances que vous avez acquises mais que vous n'avez jamais appliquées? Car la connaissance sans application n'est que divertissement. Mais la connaissance appliquée de manière cohérente est un pouvoir transformateur. Le pouvoir qui a permis à une communauté persécutée de dominer le commerce européen, le pouvoir qui a fait d'un jeune homme expulsé l'un des philosophes les plus influents de l'histoire, le pouvoir qui peut vous permettre de construire la vie dont vous avez toujours rêvé, si vous avez le courage de trahir vos propres limitations, comme Spinoza a trahi les limitations de son époque, et comme vous pouvez trahir les limitations de votre passé, aujourd'hui, maintenant, dès demain matin. Car la clé d'or n'est pas seulement une métaphore, c'est une réalité concrète qui attend d'être utilisée, par vous, pour vous, à travers vous, et l'histoire jugera si vous avez eu le courage de tourner cette clé d'or invisible, ou si vous avez préféré vivre, à jamais, vous demandant ce qui serait arrivé si vous aviez essayé. Le choix vous appartient, comme il l'a toujours été, comme il le sera toujours, jusqu'au jour où vous réaliserez que ne pas choisir est aussi un choix, et que le temps n'attend personne, pas même celui qui tient la clé d'or entre ses mains. Imaginez, Amsterdam, 1656. Spinoza, jeune homme brillant, face à un dilemme existentiel, une décision qui le marquera à jamais, un poids immense sur ses épaules, la pression de sa communauté, le poids de ses convictions, une lutte intérieure acharnée. Il est seul, complètement seul, face à ce choix terrible, un choix qui pourrait changer à jamais son destin et celui de tous ceux qui le suivront. Il devra décider, seul, dans l'ombre,
dans la solitude de sa conscience, entre les murs de la synagogue, un silence assourdissant, son cœur battant à tout rompre. La peur le tétanise. L'incertitude le ronge, mais une détermination inflexible brille en lui, une flamme, une lueur d'espoir, une force intérieure qui le porte, qui le guide, dans cette obscurité, cette nuit sans étoiles, cette nuit qui pourrait être sa dernière. Et vous, que feriez-vous? Aurez-vous le courage de Spinoza? De faire le premier pas? De faire ce choix? Quel que soit le prix à payer, quel que soit le destin qui vous attend, ce choix, c'est le vôtre, seul, vous et votre conscience, face à la plus grande des questions, la plus difficile des réponses. La clé est entre vos mains.